Vous savez ce que c'est la différence entre un couteau suisse et Revolut? Bah y en a pas, ils font tout. Mais Revolut, ils ont pas de tournevis. Mais ils ont des comptes épargne. Revolut vous permet de faire fructifier vos économies avec son nouveau compte épargne. Et la vraie révolution dans tout ça, c'est que les intérêts sont payés tous les jours sur votre compte. J'ai pas précisé au début, mais la vidéo est sponsorisée par Revolut. Naturellement, oui. Enfin, c'est marqué juste là, et là, et là aussi, et là, et là, et juste là, hein. Et même là, Ce sont des Zizi, c'est drôle. Zizi drôle. Salut, c'est moi, Zizi drôle. Je suis une vraie bite. Salut. Revolut est une banque en ligne qui vous permet d'avoir un compte bancaire gratuit en moins de 5 minutes. Plus de 60 millions de personnes l'utilisent déjà. Utilisez le lien ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application et Revolut vous offre 20 €. Et l'un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner 10 000 €. Ouais, 10 000 balles. Il y en a un qui va gagner 10 000 balles. Salut. Celui ou celle qui va gagner les 10 000 balles peut s'acheter 10 000 baguettes à 1 €, ce qui fait 27 années de baguettes. Ça va? Oh, il crevait. Revolut a été élue la banque la moins chère pour les jeunes et la meilleure banque en ligne au monde. Avec Revolut, vous pouvez avoir une carte standard gratuite ou bien une super carte métal personnalisée. Et avec la fonction carte éphémère, vous pouvez faire vos achats en ligne en toute sécurité. Vous pouvez aussi faire des dons aux associations directement depuis l'application. Et cette année, Revolut est même partenaire du Téléthon. En téléchargeant l'application via le lien en description, c'est 20 € offerts par Revolut. Merci à Revolut pour leur soutien et bonne vidéo. Voiture dangereuse, épisode 2, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé genre d'un danger mortel. Faut que je travaille les intros, hein. Ouais. Moi j'ai l'impression que c'était hier, tu vois, l'épisode sur les voitures dangereuses avec la Pinto et la Corvair. Non, en fait c'était il y a 1 an et demi. Tu sais, c'est encore quand la caméra, elle était à 1 cm de ma tête. Alors prenez une place, asseyez-vous et c'est l'épisode des voitures dangereuses numéro 2. Ça y est, j'en ai marre, coup de gueule. Je reçois trop régulièrement des messages sur ce sujet, c'est « Sylvain, est-ce que t'essayerais ?» Là, tu insères une voiture totalement introuvable, bientôt sur la chaîne. Mais tu sais, en mode « Est-ce que je voudrais ou pas ?» Tu vois, du genre « Sylvain, si on te proposait une Ferrari F40 à l'essai, tu l'essayerais ?» Oui, c'est ma passion, c'est mon métier, et j'ai aucune raison de pas le faire si j'en avais une, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a genre 4 Bugatti Chiron au garage en bas qui attendent que ça, et qu'un jour je me réveille et je fais putain, j'ai une Bugatti Chiron, une XJ220 et une Bugatti Bolide dans mon garage et jamais pense à les essayer. Putain, c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube de bagnole. Et en général, quand tu réponds en disant bah moi je veux bien essayer une Carrera GT, mais personne ne prête de Carrera GT, logique, il y en a 5 qui se baladent et elles valent toutes $1 milliard. En général à ça, les gens ils t'envoient soit une annonce Le Bon Coin, j'ai déjà eu beaucoup trop de fois le cas. Soit un Instagram d'un mec aux États-Unis en te disant « Lui là-bas, il en a une à San Francisco !» Et pour commencer cet épisode, on va parler d'une voiture que vous connaissez forcément. C'est la Porsche Carrera GT. Il y a des trucs, t'as pas besoin de justifier un vie, y a pas besoin de justifier pourquoi tu adores un V10 Atmo 5,7 litres directement dérivé de la compétition. T'as pas besoin d'expliquer que 612 chevaux pour 590 Nm, c'est-à-dire que sur le papier, tu sais que ta puissance, elle est environ 87 000 tours minute. Non, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'adore. Il y a même un pommeau de vitesse en bois. Il y a pas une trace de bois dans la caisse, sauf le pommeau de vitesse. Voilà, j'aime bien. Pour ceux qui se rappellent pas ce que c'est la Porsche Carrera GT, laissez-moi vous remettre un peu de contexte. On est le 28 septembre 2000 et Porsche a convié des journalistes français à la place de l'Étoile pour leur présenter leur nouveau modèle d'exception. En l'occurrence, à cette époque-là, j'avais 7 ans, donc j'allais pas être invité. Mais j'avoue que ceux qui ont reçu l'invitation, putain la chance. Et c'est au petit matin sous la pluie que Walter Roll, l'ancien pilote de rallye, fait son apparition avec leur nouveau modèle. On en avait parlé justement du tout début des années 2000, mais c'est à peu près à cette époque-là que l'intégralité des constructeurs un peu prestigieux ont pété un boulon. Entre Ferrari qui présente sa Enzo, la voiture porte le nom du créateur de la marque, donc c'est quand même une petite dinguerie quand même. La Mercedes McLaren SLR, la Ford GT, l'arrivée de Pagani, l'arrivée de Koenigsegg, BMW avec un V10 Atmo dans leur berline. Et au milieu t'as quoi? Porsche qui te lance ni plus ni moins que leur nouvelle hypercar du début des années 2000. Ouais. Machine à remonter dans le temps, ça existe ou pas? C'est vrai qu'il y a un truc qui perturbe un peu dans la Carrera GT, c'est que pour le coup, personne n'a réellement compris à quel point c'était une dinguerie. Avis personnel, parce que ça concerne que moi, mais je trouve que nommer son hypercar Carrera, c'est-à-dire le nom de la 911 de base, est peut-être pas terrible. Disons que le petit Sylvain 7 ans, quand il a vu l'annonce de la Carrera GT en 2000 dans les catalogues qu'il lisait, il a pas compris à quel point c'était une folie. Alors GT peut-être, mais en l'occurrence, des GTI, t'en as partout. GT, GTI, c'est pareil. C'est pas pareil. Ford GT, pareil, c'est pas pareil. T'as Ford et t'as GT. L'important, c'est pas Ford, c'est le GT. La Carrera, c'est pareil. Et il faut quand même reconnaître que la fiche technique fait pas semblant. V10 5,7 litres atmosphérique directement dérivé de la Formule 1 qui produit 612 chevaux.
Encore une fois, la Ferrari Enzo, la voiture la plus développée de l'histoire de Ferrari qui porte le nom du créateur, c'est même pas 650 chevaux. 0 à 200 annoncé en 9 secondes 9, 400 mètres départ arrêté en moins de 11 secondes. Peut-être que ces chiffres vous disent rien, je vous garantis que ça bombarde. Je vais pas passer tout l'épisode à parler de la Carrera GT, déjà parce que c'est pas le sujet, et ensuite parce que j'aimerais vraiment pouvoir vous en parler un peu plus en détail plus tard, dans un essai dédié. Mais si aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que la Carrera GT est un grand succès, il faut se rappeler qu'à l'époque c'est pas forcément le cas. Quand Porsche présente sa Carrera GT, on est au tout début des années 2000, et à cette époque, la Porsche ne va pas bien. Leur 911 est vieillissante, le Boxster se vend bien mais ne suffit pas à rembourser toutes les dettes qu'ils ont, et surtout, les deux dernières hypercars qu'ils ont sortis ont été des flops. Quelques années avant déjà, Porsche avait essayé de s'engager en face de la Ferrari F40, et ça avait été un flop catastrophique. Porsche avait essayé de faire leur supercar à eux, la 959, que je trouve personnellement exceptionnelle, c'est pas le sujet. Quand tu vois les niveaux de vente, personne ne la trouve exceptionnelle. À part Bill Gates. Bill Gates, ouais, le créateur de Microsoft, il a eu une 959 neuve. Et même si ça les avait un peu refroidis, ils ont quand même réessayé un peu plus tard avec la 911 GT1, qui a été un flop également. La 911 GT1 Strassen Version. Oui, la Strassen Version, celle-là, là, la grise, là. Incroyable, hein. Personnellement, j'adore. Mais après, elle a été limitée qu'à 20 exemplaires. Je suis en train de réfléchir et de me demander s'il y a beaucoup de voitures qui ont été dans cette situation-là, parce que la Carrera GT, lorsqu'elle est présentée à la vente en 2003, a été un succès mitigé. Parce que les critiques presse à l'époque sont pas mauvaises. Bien sûr, la voiture est géniale et donne envie, mais n'ont pas été non plus incroyablement bonnes. En fait, les essais de l'époque lui reprochent pas mal de choses qui aujourd'hui sont plus du tout d'actualité. Par exemple, à l'époque, on lui reprochait l'absence de boîte automatique. On est en 2003, la boîte automatique, c'est la mode. Oh, la Enzo, elle a une boîte automatique. Oh, la SLR, elle a une boîte automatique. Super. Et même si commercialement les ventes sont acceptables, à l'époque la Carrera GT, tout le monde lui a craché à la gueule. On lui reproche d'être moche, on lui reproche d'être daté dans son concept avec sa boîte méca et son moteur Atmo, et en plus de ça, elle est atrocement chère. Parce qu'en 2003, le prix catalogue de la Carrera GT, c'est 390 000 €. Avant option, avant les taxes, avant les papiers. C'est-à-dire que vous pouvez compter facilement 500 000 €. La Carrera GT, c'est 500 000 €, la Ford GT, c'est 150 000 $. T'as 3 Ford GT pour le prix d'une Carrera GT. Faut quand même se dire qu'à l'époque, la Carrera GT a réussi l'exploit de faire passer la Mercedes McLaren SLR pour une voiture bon marché. Et c'est ouf parce que la SLR était déjà hors de prix. Alors la Carrera GT qui est quasiment 2 fois plus chère, ah bah bravo, ah bah super, ah bah oui. Et à la fin de sa commercialisation en 2006, la Carrera GT est un succès correct. Ferrari Enzo, 499 exemplaires certes, vendus en un jour. La Carrera GT c'est 1200 exemplaires en 3 ans. Ford GT c'est 4000 exemplaires en 1 an et demi. Même la SLR qui était un poil flopesque, c'est 1800 exemplaires. J'adore les anecdotes de contexte comme ça, quand tu te remets à l'époque. Ce qui te permet d'ailleurs de te rappeler qu'une Carrera GT pouvait se trouver en occasion à peu près 150 000 €. Quand tu vois le prix que ça coûte aujourd'hui, tu as envie de te jeter par la fenêtre. Si la Carrera GT a eu un succès relatif à l'époque, les années l'ont bonifié. En fait, c'est comme un bon vin, la voiture a trouvé de plus en plus d'amateurs au fil du temps. Quand les gens ont capté qu'il y avait un V10 de Formule 1 Atmo à l'intérieur qui hurle. Petit conseil achat, je me permets, je vous le glisse là, après Anecdote Man, c'est conseil achat man, c'est le moment d'acheter une Carrera GT, la cote monte encore. Ça vaut déjà 1,5 million, mais ça monte. Je me permets de remplacer conseil achat man par Anecdote Man qui revient en guest sur cet épisode pour vous dire que Porsche estime aujourd'hui en 2025 qu'à peu près 20% de la production des Carrera GT ont été détruites dans des accidents et incendies divers et variés. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi cette voiture est dans cet épisode. Je m'excuse, j'ai beaucoup divagué sur la voiture parce qu'elle est quand même exceptionnelle, mais on en arrive au sujet, enfin au titre, à la vignette, enfin on parle des voitures dangereuses. Comment se fait-il qu'une voiture aussi rare, aussi exclusive, qui en général ne roule jamais, c'est ce qui arrive souvent à ce genre de voiture, trouve le moyen de détruire 20% de sa production? Si la Carrera GT aujourd'hui est louée pour ses qualités dynamiques, il faut quand même reconnaître que c'est une voiture qui est un peu pointue. Pointue en général, c'est le mot poli qu'utilisent des constructeurs de voitures pour dire c'est pas qu'elle est dangereuse, c'est pas qu'elle tient pas la route, c'est que si tu sais pas faire, t'es mort. Et en plus de ça, au fil du temps, la Porsche Carrera GT a commencé à se faire une petite réputation. Au cours du développement de la Carrera GT, Porsche est allé plutôt loin et est même allé jusqu'à faire une sorte d'intermédiaire entre voiture de compétition et voiture de route. Et autant qu'une voiture de compétition soit un peu blagueuse à haute vitesse, c'est pas forcément très grave parce que je vous rappelle qu'au volant, on a un pilote par définition, oui, que c'est fait sur circuit dans des conditions
conditions de sécurité acceptables, que la voiture elle est entretenue et prête à rouler fort, enfin, en voiture de compétition, c'est pas grave. Par exemple, une Formule 1, c'est une voiture qui par nature est blagueuse, évidemment, tu mets n'importe qui au volant, il va se faire mal, c'est obligatoire, c'est fait pour ça en fait. Sauf que la plupart du temps, ils se font pas mal parce qu'au volant, t'as Max Verstappen qui sait très bien ce qu'il fait, la voiture elle est entretenue, elle sort du stand, tout est là pour. C'est le même concept que d'aller dans l'espace, tu mets Thomas Pesquet dans une fusée, ça marche, oui, parce que c'est normal, c'est Thomas Pesquet, tu me mets moi, ça marche pas, forcément, bah c'est moi. Et bah la Carrera GT, c'est pareil. Le dénominateur commun de tous les gens qui ont acheté une Carrera GT à l'époque, je rappelle quasiment 500 000 €, c'est pas le talent de pilotage, c'est l'argent. Et les deux sont pas forcément liés. Si vous posiez la question pourquoi la plupart du temps les constructeurs vont sortir sur la route des modèles assez sages, lourds, sous vireur, avec plein d'aides électroniques, bah c'est pour ça. La plupart des gens qui vont acheter ce genre de caisse ne savent pas les conduire, et la plupart des gens qui vont rouler vite avec ce genre de caisse vont se faire mal. Et si les gens se font mal dans ta voiture, c'est chiant, parce que t'as une super mauvaise image, on va dire que ta voiture elle est pas bien, et si t'as pas de chance, ça tombe sur quelqu'un de très connu. C'est le 30 novembre 2013 que l'acteur Paul Walker, la star des films Fast and Furious, est victime d'un accident en étant passager d'une Carrera GT. Et à l'époque, Paul Walker, c'est l'un des acteurs les plus connus d'Hollywood, et c'est ce qui va propulser cette histoire à la une de tous les journaux. Et même si ça aurait pu en rester là et qu'on déclare la situation comme un accident, l'affaire va monter dans les tours. Puisque c'est seulement quelques semaines après l'accident qu'on apprend que la fille de Paul Walker, Mido Walker, porte plainte contre Porsche. Dit comme ça, pourquoi pas, mais aux États-Unis, porter plainte contre une entreprise aussi grosse, c'est quasiment du jamais vu. Les avocats de la fille de Paul Walker vont incriminer Porsche en déterminant que la voiture est dangereuse. Paul était passager dans une voiture qui n'était pas conçue pour protéger ses occupants dans un accident survenu sur une ligne droite sèche, en plein jour, et à une vitesse nettement inférieure aux capacités annoncées du véhicule. Je prends parti pour personne, et je suis le premier à dire que cet événement est regrettable, c'est vrai, mais le vitesse nettement inférieure aux capacités du véhicule induit quand même qu'il y a peut-être eu un petit excès de vitesse. Et c'est ce que l'enquête va prouver. L'enquête va déterminer que la Carrera GT dans laquelle se trouvait Paul Walker était largement en excès de vitesse, et que c'est ça qui va causer la perte de contrôle. La voiture fait une sortie de route, se retourne et s'enflamme. Et c'est quelques minutes après que les deux occupants vont trouver la mort dans l'incendie. Et justement, cette enquête va souligner plusieurs choses. D'un côté, c'est vrai que la voiture était vraiment en excès de vitesse, mais de l'autre, l'endroit où le crash est arrivé est pas forcément logique. Bien sûr que c'est pas une preuve irréfutable, mais se crasher à un endroit aussi peu dangereux entre guillemets, c'est pas forcément ce qui était attendu. L'enquête va aussi déterminer que l'incendie qui est survenu juste après n'est pas un événement normal. Et deuxième point un peu flou dans l'affaire, qui concerne les ceintures. Et c'est exactement comme le sujet de l'incendie. Ils peuvent pas déterminer que les ceintures ont un défaut, mais il est clairement identifié que les ceintures auraient dû s'ouvrir plus facilement. Voilà, donc merci pour le coup d'avoir fait une enquête en disant que c'est la faute de tout le monde. Et vous vous doutez bien que face à des accusations aussi graves, Porsche va pas rester les bras croisés. Porsche va orienter son argumentaire en soulignant que la voiture était en excès de vitesse. Mais pas seulement. Les avocats de Porsche sont même allés jusqu'à remonter à l'historique du véhicule et à mettre en avant le fait que la voiture était mal entretenue. J'ai pas trouvé le détail justement de ce qu'ils entendent par mal entretenue. Est-ce que ça veut dire qu'elle a pas eu toutes ses vidanges toutes les années chez Porsche, ou est-ce que ça veut dire qu'effectivement la voiture n'est jamais passée par là-bas? C'est vrai que des fois les grosses voitures comme ça qui coûtent des fortunes en entretien sont, et c'est scandaleux, mal entretenues. Les mecs les amènent jamais à l'entretien et forcément au bout de 10 ans les voitures c'est des poubelles. Et c'est en 2014 que Porsche sera officiellement innocenté par la justice. Mais en fait, non. Je place ici qu'on est aux États-Unis et que la justice là-bas c'est... En fait en première instance ils ont été innocentés, mais la famille de Paul Walker a réattaqué, en plus d'attaquer avec la famille du conducteur. Et alors que ça aurait dû être rejugé, l'affaire s'est finalement terminée en 2015 sur un accord amiable. Et on n'a aucun détail de ce fameux accord. Est-ce que Porsche avait réellement quelque chose à se reprocher? Est-ce qu'ils ont donné de l'argent pour s'acheter la paix parce qu'ils en avaient marre? On saura jamais. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette affaire? Évidemment, on retient que c'est une affaire tragique et que ça fait chier de perdre quelqu'un comme ça, mais ça laisse aussi beaucoup de questions en suspens. Peut-être que la voiture était pas entretenue selon les préconisations de Porsche, mais dans les faits, c'est pas une épave non plus. Est-ce que la Porsche Carrera GT est une voiture dangereuse? Et j'ai pas la réponse. Est-ce que par définition, une voiture performante qui peut aller vite et qui demande du talent est une voiture dangereuse? Je veux dire, il y a plein de voitures qui sortent avec ces caractéristiques-là et qui pourtant n'ont pas cette réputation de voiture dangereuse. Si je devais donner un avis personnel, et même si j'avoue que j'ai jamais conduit de Carrera GT, j'ai quand même rencontré des gens qui en ont conduit, et même possédé. Et les seules choses qu'on m'a dites, c'est que ça marche sa grand-mère, mais ça on était quand même au courant, que la voiture peut être un peu piégeuse, mais en même temps que c'est le lot de toutes ces grandes voitures dérivées de la compétition où effectivement ça demande un peu de doigté pour l'emmener. Et si tu rajoutes à ça que même 10 ans plus tard l'enquête est toujours floue, je pense pas qu'on puisse déterminer si oui ou non la voiture est dangereuse. Là pour le coup c'est moins catégorique que ce qu'on avait vu la dernière fois. Et j'avoue que je sais pas trop comment conclure ce sujet-là. À part qu'elle a eu un record honneur l'année dernière. On a appris que Porsche développait des pneus pour la Carrera GT 20 ans plus tard. Et elle a pas fait semblant parce qu'elle a bouclé le tour en 7 minutes 12, soit 16 secondes de mieux qu'avant. 16 secondes! Je trouve ce record assez impressionnant.
déjà parce qu'il y a une vidéo sur YouTube et que le mec fait vraiment pas semblant, et surtout ça souligne l'évolution incroyable qu'ont connu les pneus dans les 20 dernières années. Et pour le deuxième sujet de cet épisode des voitures dangereuses, on va parler de quelque chose de très récent, parce que c'est tombé il y a 2 mois, et je parle même pas des airbags Takata. Vous avez beaucoup apprécié l'épisode qui est sorti dernièrement sur les airbags Takata, où effectivement, dans certaines voitures, l'airbag peut faire office de grenade. Chiant. Et si vous trouviez que c'était préoccupant et scandaleux, j'ai pire. C'est en août 2025 qu'a été ouvert par l'État français une enquête sur les freinages fantômes. Ouais, freinage fantôme, on dirait un DLC de Luigi's Mansion, mais non, ça arrive vraiment. C'est en avril 2024 en France qu'une conductrice au volant de sa 208 presque neuve va avoir l'expérience d'un freinage fantôme. On est en pleine journée sur une voie rapide, elle roule à 90 km/h et il n'y a absolument pas d'obstacle, et la voiture déclenche un freinage d'urgence. Sans prévenir, comme ça, elle roule au régulateur et frein. Et le problème à ce moment-là, c'est que derrière cette conductrice, il y avait un camion qui roulait lui aussi à 90 km/h et qui a pas eu le temps de s'arrêter. Je vous mets l'image de la voiture de la conductrice en question, ça fait un peu peur quand même. Et ce cas est loin d'être isolé. Quelques mois plus tard, toujours en France, c'est une Tesla Model Y qui d'un coup se met à freiner toute seule. Sauf que cette fois-ci, il pleuvait et que la voiture était légèrement en virage, ce qui a donné tête à queue glissière. Et si ces deux incidents, heureusement sans gravité, peuvent sembler être des cas isolés, ça soulève quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que cette foutue histoire de freinage fantôme? Comment ça se fait qu'il y a des voitures qui d'un coup se mettent à freiner toutes seules? Et pour comprendre ça, il faut remonter un peu en arrière. Le cas des freinages fantômes concerne en fait le système de freinage d'urgence des voitures modernes. Toutes les voitures vendues depuis 2024 sont aujourd'hui équipées d'un système de freinage d'urgence. Alors en gros, c'est pas compliqué. Devant la voiture, il y a un radar et quand la voiture détermine que ça va taper, la voiture freine à ta place. Petit point technique, mais le freinage d'urgence sur les voitures modernes est quelque chose qui est apparu en conséquence d'autres aides à la conduite. Par exemple, l'ESP, un système électronique qui empêche une voiture de glisser, est directement dérivé de l'ABS, un système qui empêche les roues de se bloquer. Et c'est suite à la généralisation du régulateur de vitesse adaptatif, tu sais, ce système qui te garde une distance équivalente avec la voiture de devant, qu'on a inventé le freinage d'urgence. Puisque la voiture est équipée de systèmes qui lui permettent de savoir où est le prochain obstacle et que la voiture est capable de s'y adapter, on est même capable de faire en sorte qu'elle le touche pas. Imaginez, je suis une voiture, mon fantasme le plus fou, et imaginez que le bureau là, c'est un obstacle. La voiture est capable de déterminer à quel moment c'est le plus tard pour freiner et éviter de percuter. Si la voiture détermine que tu freines trop tard et que ça va certainement taper, la voiture freinera à ta place. Quand tu sais que l'immense majorité des cartons liés au freinage sont des fautes d'inattention, un freinage d'urgence automatique, c'est incroyable. Je sais pas si c'est pertinent, mais anecdote personnelle, ça m'est déjà arrivé d'avoir recours au freinage d'urgence et ça m'a déjà sauvé la mise. C'était sur la place de l'Étoile en Golf 7 Sportvan. Et si vous avez jamais pris la place de l'Étoile, je vous invite, c'est une expérience, hein, vraiment faut le faire une fois dans sa vie. Typiquement, j'étais en train de surveiller mon angle mort à droite parce que c'est un peu la guerre, faut se resituer, il y a un mec qui a pilé devant et la voiture a freiné à ma place. Faute d'inattention. Et effectivement, ça m'a évité un carton bête. Et même si le système est pas infaillible puisque parfois il est trop tard pour éviter le carton, bah dans les faits c'est utile quand même puisque la voiture aura freiné, donc perdu de la vitesse et de l'énergie, avant de taper l'obstacle. Donc sur le papier, c'est incroyable. Dans les faits, c'est peut-être sorti un peu vite. L'absence de redondance, c'est-à-dire de deuxième avis sur ce qui va se passer, peut créer un problème quand on parle de freinage d'urgence. C'est pas compliqué, la voiture elle est comme ça. C'est la voiture, elle a vu un truc, elle freine, point. C'est pas est-ce qu'il y a réellement, je m'en fous. La Golf Sportvan qui m'avait sauvé le cul sur la place de l'Étoile m'a déjà fait 2 freinages fantômes. Les 2 fois c'était dans le duplex de l'A86. Pour ceux qui connaissent pas, pareil, faut le faire, hein, vraiment. Il y a la Tour Eiffel, il y a l'Arc de Triomphe et le duplex de l'A86. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Déjà pour ton portefeuille, c'est une expérience. Quand tu vois les prix de la portion qui fait pourtant 500 mètres, waouh! Mais il s'avère aussi que dans le duplex de l'A86, il y a des petites lumières au sol. Et bah la Golf Sportvan que j'avais quand j'étais commercial, elle aimait pas du tout les lumières au sol. T'es en train d'écouter ton meilleur Jodassin sur Nostalgie à 17h22, tu viens de passer le télépéage, duplex, t'es encore en train de suer quand t'as vu le prix que tu viens de dépenser, freinage d'urgence, je peux te dire que ça surprend. Tellement préoccupant qu'encore une fois, l'État français vient d'ouvrir une enquête, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et encore plus préoccupant quand tu sais que ce système a été rendu obligatoire sur toutes les voitures sorties depuis 2024. Obligation qui vient de l'Europe et de l'État français. C'est un peu embarrassant d'avoir rendu obligatoire un système qui finalement était peut-être pas vraiment au point. Et au moment où je vous parle, on a pour l'instant pas vraiment plus d'infos. Déjà, c'est un problème qui touche plusieurs marques, plusieurs modèles, mais aussi plusieurs systèmes. Si ça concernait qu'un seul système, par exemple les véhicules équipés de lidar, pourquoi pas? Encore, ça serait identifiable, mais là pour le coup, ça touche tout le monde. Que ce soit par capteur, caméra ou lidar, toutes les voitures modernes sont aujourd'hui concernées par ce problème de freinage fantôme. Et même si on sait aujourd'hui que les cas sont de plus en plus nombreux, on est incapable de dire combien ça représente. L'enquête qui a été ouverte très dernièrement, justement, souligne un vrai problème, c'est que ce sujet des freinages fantômes est certainement beaucoup sous-évalué. On sait que ça arrive de plus en plus souvent, on sait pas d'où ça vient, et en plus, il y a moyen que ce soit sous-évalué. Moi, mon travail, c'est de prendre le problème et de vous le poser là. Après, voilà. Bon courage, bonne route! Allez, au revoir!
part. Moi, j'aime pas les voitures récentes de toute façon, je suis pas concerné. Bonne journée. Eh, force, hein. Attention l'airbag, ça peut péter aussi. Alors si ce deuxième sujet vous avait pas refroidi, on arrive au dernier point de cette vidéo et on va aborder un truc dont on n'a quasiment jamais parlé, le crash test Euro NCAP. Euro NCAP ou Euro NPACAP? Si aujourd'hui les chiffres de mortalité routière sont bien inférieurs à ceux qu'on connaissait il y a 40 ans, c'est que c'est lié à plusieurs facteurs. Évidemment, c'est lié à certaines réglementations comme les limites de vitesse, les lois contre l'alcool au volant, contre le téléphone au volant, ou même le port obligatoire de la ceinture de sécurité, puisque si aujourd'hui c'est une évidence, il y a 40 ans c'était vraiment pas le cas. Qu'est-ce qui a été rendu obligatoire? Portez la ceinture, j'ai oublié. Vous n'avez pas votre ceinture, pourtant c'est obligatoire aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, on a prouvé que ça sauvait des vies, hein, mais non. On peut aussi lier la baisse de mortalité avec l'amélioration des infrastructures, puisqu'aujourd'hui les routes et autoroutes sont bien plus sûres qu'elles ne l'étaient avant, et aussi et surtout l'amélioration des véhicules. Quand tu vois comment étaient fabriquées les voitures d'il y a 40 ans et comment sont fabriquées les voitures d'aujourd'hui, je te rassure, on a progressé, vraiment. T'imagines que même les motos ont progressé, parce que t'as des motos avec des airbags intégrés. Aujourd'hui, on a quand même trouvé le moyen de mettre dans les voitures modernes de la sécurité partout. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qui contribuent à rendre les routes plus sûres. Sauf que justement, comment tu détermines qu'une voiture, elle est sûre? Parce que tu vas chez ton concessionnaire, il te dit la voiture, elle est sûre. D'accord. Et sur combien? Sur comment? Sur de oui, sur de non, sur beaucoup, sur pas beaucoup? Parce qu'à un moment, c'est facile. Moi, demain, je fabrique une voiture en bois, je te dis, t'inquiète, elle est sûre. Oui, enfin bon, t'inquiète oui ou t'inquiète non. Enfin, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui fait qu'une voiture est sûre? Et qu'est-ce qui fait que le consommateur peut identifier une voiture comme sûre? Grâce à l'Euro NCAP. L'Euro NCAP, c'est un institut européen, d'ailleurs c'est marqué dans le nom, ça s'appelle Euro NCAP, qui a pour mission de tester aujourd'hui la sécurité des voitures qui sortent sur le marché. Le truc qu'on retient le plus souvent de l'Euro NCAP, c'est déjà cette fameuse numérotation en étoiles, où en gros, plus t'as d'étoiles, plus ta voiture elle est sûre. Et on retient aussi et surtout qu'ils crachent des voitures toute la journée. Ils arrivent, ils prennent une voiture, paf, ils la crachent, Euro NCAP, c'est leur métier. Je dois avouer que c'est un peu réducteur de considérer que le travail de cet institut, c'est juste cracher des bagnoles. Bien sûr qu'ils crachent beaucoup de bagnoles, et c'est effectivement le truc que tu vois le plus. Mais ils testent pas que ça. Ils vont tester la sécurité piéton, la sécurité des occupants, la sécurité des sièges enfants et même la sécurité des ceintures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le test Euro NCAP, c'est un test global. Et ça donne une note qui permet de savoir si la voiture est sûre ou non. Je vous démystifie un peu le truc tout de suite, mais le test Euro NCAP d'aujourd'hui n'a plus vraiment la même pertinence que ce qu'il avait il y a 20 ans. Aujourd'hui, une voiture ne peut pas être commercialisée si elle n'a pas un test Euro NCAP satisfaisant. C'est-à-dire que si tu n'as pas un certain score, tu ne peux pas vendre ta voiture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le test Euro NCAP, on n'en parle plus vraiment parce que les voitures sont obligées de l'avoir et il est obligé d'être bon. Donc n'importe quelle voiture qui sort aujourd'hui sur le marché est forcément sûre. Ce qui n'était pas le cas avant. Et si aujourd'hui ça peut paraître complètement fou, à l'époque le test Euro NCAP est facultatif. C'est aux constructeurs de choisir ou non s'ils emmènent leur bagnole. Et ça les empêchera pas de la vendre ou pas, hein. T'as le bon côté du truc où les constructeurs qui ont beaucoup bossé vont au test, obtiennent 5 étoiles et ensuite s'en vendent, tu vois, en mode vous voyez, on l'a passé, on a eu 5 étoiles, notre voiture est l'une des plus sûres du marché, faites-nous confiance. Et t'as l'autre côté du problème, tu sais, avec ce constructeur qui a pas du tout bossé sur la sécurité de sa bagnole et qui sait très bien que s'il l'emmène là-bas, il va se faire déglinguer et que ça va se savoir, ça va se voir, et que c'est du coup plus rentable de pas présenter la caisse. Et pour le coup, c'est logique parce qu'à l'époque, t'avais le choix entre soit proposer une voiture qui a eu 1 étoile sur 5, c'est-à-dire ouvertement mauvaise, ou une voiture pas notée. Et peut-être qu'elle a 5 étoiles, tu peux prouver qu'elle a pas 5 étoiles? Bah non. L'argument de l'époque, c'était de dire que la voiture a pas été présentée au test parce qu'on n'est pas d'accord avec les normes, on n'est pas d'accord comment c'est fait, et franchement, notre voiture est sûre, hein. Ah, y a pas de Alors je ne peux pas le prouver, mais ma voiture est 100% sûre, monsieur acheté. Enfin, ne tapez pas quand même avec. Conseil. Au tout début du test Euro NCAP, c'était sur présentation volontaire. Ils suggéraient aux constructeurs de présenter leur caisse. Et puis quand ils ont vu que ça marchait pas, ils ont un peu changé de stratégie. L'Institut Euro NCAP a commencé à tester des modèles sans demander l'avis aux constructeurs. C'est-à-dire qu'ils allaient acheter des voitures, ils allaient les cracher et ils donnaient une note en mode bon bah au fait cette voiture là elle est notée comme ça et puis ouais, bah vous vous doutez bien que ça a gueulé un peu, hein. Et on en arrive au sujet de cet épisode, parce que ce constat m'a fait poser une question. On parle d'un institut de notation qui par définition va déterminer la meilleure voiture et la pire. Vous vous êtes jamais posé la question quel a été le pire crash test Euro NCAP de l'histoire, le pire? Laissez-moi vous présenter l'incroyable Rover 100. Petite anecdote d'anecdoteman, mais la Rover 100 dont on va parler aujourd'hui est la cousine de la MG Metro qui a eu une version groupe B avec un énorme V6 3,5 litres monté à l'arrière, biturbo, 600 chevaux, un monstre, je l'aime. Le stu de la Metro 6R4. J'adorerais essayer, on trouvera jamais. D'un côté, je pourrais vous raconter ce qui s'est passé pendant le crash test de la Rover 100 et de l'autre, je vais juste vous le montrer, vous allez comprendre.
J'aurais peut-être dû préciser avant de vous le diffuser que le crash se déroule à 50 km/h, c'est-à-dire pas si vite. Et un truc qui est pas mal en plus avec le test EURENCAP, c'est qu'ils te font un rapport détaillé et ils estiment à la fin si les occupants auraient survécu ou non, ils sont morts. Les deux, 3 parce qu'il y a un siège enfant derrière. Lors du test de choc frontal, la protection de la tête et les charges exercées sur les 2 genoux n'ont pas respecté les nouveaux critères. Oui. La Rover 100 testée aujourd'hui a subi une déformation excessive de l'habitacle lors de l'impact frontal. Le montant A côté conducteur a été repoussé de 488 mm. Le montant A, c'est le pilier qui est sur le bord du pare-brise et il a été repoussé de 48 cm. Il était là, il est là. Je m'adresse à tous les propriétaires de Rover 100 qui nous suivent peut-être. Vous êtes certainement 1, voire 2 avec un peu de chance. Ne tapez jamais. Pitié. Anecdote, mais l'Institut de Crash Test EURENCAP a sorti pour ses 20 ans une compilation où tu peux voir toutes les pires voitures, même si encore une fois la pire, c'est la fameuse Rover 100. Bravo Rover, félicitations. Alors après, la marque est morte. J'ai une calandre de Rover là. Je les connais les voitures. Attention, t'imagines, c'est toi l'ingénieur, ta voiture elle passe, tu la vois en vidéo, c'est la pire. Il n'y a pas eu pire. Dans l'histoire de l'Euro NCAP, il n'y a pas eu pire. Et c'est aussi pour ça que je voulais finir cet épisode sur le pire crash test Euro NCAP. Déjà parce que l'image est exceptionnelle et ensuite ça souligne une chose, les voitures ont tellement évolué. Aujourd'hui, c'est impensable qu'une voiture puisse sortir avec une protection des occupants si faible. Et heureusement. Alors oui, c'est vrai que ça impliquait plein d'autres problèmes parce que les voitures d'aujourd'hui sont plus lourdes, plus chères, plus compliquées, mais est-ce que t'as vraiment envie de t'asseoir dans une Rover 100 ? Je suis pas sûr. J'espère que vous avez apprécié ce 2e épisode sur les voitures dangereuses. Pensez à vous abonner, le commentaire, le pouce et on se retrouve jeudi prochain 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous. Straßenversion.